Cet été, je vous emmène retrouver d'anciens épisodes, ceux enregistrés avec des thérapeutes au début de l'aventure de la petite voix. Des rencontres qui m'ont façonné et qui ont posé les bases de ce podcast. Je vous accompagne avec ces replays jusqu'à la rentrée. Alors bonne écoute et bel été. Dire quelque part sous forme d'une injonction, faites-vous plaisir et ça va marcher et vous ferez des résultats et vous serez performant, c'est trop simple et quelque part c'est une bonne synthèse parce que c'est la synthèse. Mais la vraie question c'est ok, mais comment je fais moi pour me faire plaisir? Et puis comment je fais pour cultiver ce plaisir? Puis comment je booste ce plaisir quand des fois ça marche pas? La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix le podcast, c'est parti! Yes, je suis très contente de vous retrouver pour le lancement de la 5e saison de La Petite Voix. Quand je pense qu'il y a presque 4 ans, jour pour jour, commençait à germer dans ma tête l'idée de ce podcast, comment aurais-je pu imaginer à l'époque toutes les folles aventures que j'allais vivre? En voilà d'ailleurs une nouvelle qui n'est pas des moindres, rencontrer un ancien champion olympique. Et oui, pour inaugurer cette saison, je suis ravie de recevoir Edgar Gros-Piron, ex-grand champion de ski de boss, devenu coach. Autant vous dire qu'avec toutes ces médailles, il s'y connaît en matière de motivation, d'ambition, d'optimisme et de résilience aussi. Au-delà des exploits, ce qui est inspirant dans le parcours d'Edgar, c'est son énergie et son enthousiasme, tout le cœur qu'il met à faire ce qu'il fait, que ce soit sur ses skis ou sur la scène d'un congrès d'entreprise. Bref, bienvenue dans un épisode motivant, énergisant et plein d'optimisme, à l'image, je l'espère, de cette nouvelle saison. Avec Edgar, nous allons parler d'une première compétition de ski gagnée à 5 ans qui a été déterminante, d'une ligne d'arrivée qui change tout, d'un confinement avant l'heure et de la notion de plaisir dans le travail. Bonjour Edgar et bienvenue dans La Petite Voix. Merci de m'accueillir, c'est un grand plaisir d'être là. Ah bah écoute, le plaisir est partagé. Bon, alors pour commencer, je sais même pas si on te présente encore, mais je vais quand même un peu replanter le décor. Tu as d'abord fait carrière comme, sportif de haut niveau et même de très haut niveau, dans le ski de boss puisque tu as été triple champion du monde et champion olympique. Ça, c'était en 92 aux Jeux olympiques d'Albertville et moi je m'en souviens très bien, hein, parce que du haut de mes 15 ans, je fais partie de, ces, millions de Français qui ont suivi en fait tes exploits. Et puis après ça, toi, tu t'es reconverti, tu es devenu coach et conférencier et c'est donc notamment de ce parcours, incroyable dont on va parler ensemble, aujourd'hui. Pour commencer, Edgar, bonjour et comment vas-tu? Bien, bien, ça va bien. Je suis un cinquantenaire actif parce que d'abord j'ai deux petits enfants qui ont 2 et 5 ans et donc c'est sportif. D'autant Je te que confirme. d'autant que j'ai eu 2 grandes filles d'un premier mariage qui ont aujourd'hui 22 et 25 ans. Donc là, je suis un peu plus libéré de la chose. J'ai plus à leur changer les couches, tu vois. Non, mais tu Donc as rempilé du coup avec tu les 2 vois, petits. alors on me dit ouais, ça garde jeune, ouais, je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, c'est hyper exigeant et parfois, donc je suis un cinquantenaire actif, un quinquas actif, très actif, à la fois perso et à la fois pro aussi. Ça, on en parlera un peu plus.
Ouais, bah, alors, tu sais, venant de toi, donc ancien champion du monde, et champion olympique, t'entendre dire que qu'avoir des enfants, c'est sportif, ça me rassure presque. Donc Ouais, ouais, merci. ouais. Tu n'es Je préférais faire des gosses, je t'avouerai. OK, je veux bien comprendre. Bon, en tout cas, Edgar, moi, je suis très, très heureuse d'ouvrir la 5e saison, du podcast avec toi et ton énergie, qu'on perçoit déjà. Je t'avoue que c'est un peu étrange, en fait, de te recevoir parce qu'à la fois et ça, je t'ai déjà entendu le dire dans d'autres podcasts, tu es une figure un peu familière pour les gens qui, comme moi, avons suivi tes exploits, quand tu étais sportif et en même temps, moi, je suis hyper impressionnée par ton parcours donc voilà. En tout cas, je suis très, très heureuse, d'être avec toi aujourd'hui. Donc, on va parler de ton parcours et puis j'aimerais qu'on commence directement par, tes plus jeunes années parce que j'imagine que le mental de champion, il commence assez jeune. J'ai entendu cette anecdote géniale où tu racontes que ta conseillère d'orientation, au collège à Annecy te disait: «Mais, qu'est-ce qu'on va faire de vous?» et toi tu lui disais, tranquillement: «Ne vous inquiétez pas pour moi, moi je vais devenir champion du monde de ski». Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça et elle m'a dit, «Mais gros Piron, vous sortez, voilà, sortez quoi, dégagez». Ah ouais? C'était perçu comme de l'arrogance, évidemment, parce que et puis de la désinvolture, parce que répondre comme ça à sa conseillère d'orientation qui est quand même là pour faire en sorte que vous travailliez dur à l'école, et que vous en sortiez grâce aux études, parce que pour elle, il y a qu'une seule voie pour s'en sortir dans la vie, c'est les études. C'était assez désinvolte. De son point de vue, je comprends, mais si elle s'était un peu mis à ma place, elle aurait vite vu que moi, je comptais pas sur les études, notamment vu mon niveau scolaire et puis mon comportement en classe. Je comptais pas sur les études pour m'en sortir. Mais alors attends, ça veut dire que, du haut de je sais pas là, tu as 14-15 ans? À cet 14 ans, âge-là ouais. à cet âge-là, c'est déjà hyper clair pour toi. Alors OK, que les études ce soit pas ton truc, c'est une chose, mais que l'alternative ce soit de devenir champion du monde de ski? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette, vision-là hyper claire? Mais ça, c'était le rêve parce que, tu sais, moi, je suis né dans le Jura, dans une petite station de ski qui s'appelle l'Elex, dans le Jura. Et donc, et mes parents, quand j'avais à peu près un peu moins de 2 ans, ont décidé de partir de là parce qu'ils se sont dit, bon, c'est pas ici qu'ils arriveront à faire des affaires, à se développer, alors que mon père était originaire de là, ma mère aussi. Et du coup, ils ont décidé d'aller dans les Alpes où il y avait beaucoup plus, enfin, dans les années 70, le tourisme du ski était en plein essor Ouais. et où il y avait beaucoup plus d'opportunités que dans le Jura. Donc, j'ai eu des parents d'abord entrepreneurs et ils sont arrivés à Avoria exactement, à Avoria, la station de ski qui était en pleine effervescence et en pleine construction. Et mon père a rencontré l'un des deux promoteurs de cette station de ski qui était ni plus ni moins qu'un grand champion de ski, champion olympique de descente en 1960, Monsieur Jean Vuarnet. Et on connaît beaucoup la marque de lunettes d'après son nom. Enfin voilà, donc il a une marque de lunettes. Ça a été un champion olympique et puis c'était un bâtisseur aussi, quelqu'un de très visionnaire en plus. Et donc mes parents ont été gérants de son magasin de sport sur la place du téléphérique à Avoria pendant 2-3 ans. OK. Et en fait, je voyais mes parents regarder Jean Vuarnet comme une icône, voilà, et je les sentais tellement fiers de travailler pour ce grand monsieur que je me suis dit, bah, si je veux aussi attirer leur attention et puis une attention plutôt positive, voilà, quelque part, au mieux que j'investisse dans le ski. Enfin, j'avais le rêve de devenir un grand skieur, mais ce rêve, il est venu à la suite en fait, c'est un petit événement, c'est qu'il y avait une course des parents d'élèves. J'avais 5 ans ou 6 ans. Et la veille, ma mère me dit, Edgar, demain, je t'ai inscrit à la compétition des parents d'élèves. Puis ça avait l'air vachement important pour elle. Alors que moi, à 5 ans, bah, je faisais du ski tous les jours, quasiment. Mes parents, dès que j'ai su marcher, ils m'ont mis sur des skis. Et évidemment, tout l'hiver, on était sur les skis avec des copains de la station et on allait un peu partout, quoi, dans les forêts, dans la poudreuse, faire des sauts sur des rochers, on retombait dans la poudreuse. On allait sur la piste, évidemment, aussi, mais on aimait, voilà, le ski, mais sous toutes ses formes. Et quand elle m'a dit, je t'ai inscrit à la course des parents d'élèves, j'avais l'impression que c'était un truc hyper important, un gros événement. La Parce qu'il y avait, pression? comme ça, beaucoup d'attentes, ouais, il y avait de l'attente dans ses yeux. Et je me suis dit, oula, c'est sérieux.
Et du coup, comme ça avait l'air sérieux, je suis allé voir le grand champion, Monsieur Vuarnet, qui passait par là, et je lui ai dit, mais Monsieur Jean, comment tu fais pour skier dans les piquets? Et puis, en fait, nous, le seul slalom qu'on s'amusait à faire quand on était gamin, c'est ce qu'on appelait l'escadrille hurlante. On était les uns derrière les autres et on slalomait entre les touristes. Ah, ok. Ah, vous voyez, ça, je sais pas, des fois, t'as pas eu des petits comme ça d'un club ou de je Oui, ne sais où oui, qui te frôlent comme absolument. ça, Oui, et bah, c'était nous. ok. On s'amusait à ça, sauf que moi, j'étais pas du tout au club. Je suis un autodidacte du ski. On m'avait jamais donné un seul cours, un seul conseil, une seule leçon de ski. Mais j'ai appris à skier comme ça entre les touristes avec mes copains. Et Jean-Vu Arnay m'a dit, t'inquiète pas, les piquets, c'est plus facile que les touristes parce qu'au moins, ça bouge pas. donc, voilà. Et il se trouve que, son conseil a fonctionné puisque j'ai gagné la course. Donc, Ah, catégorie biberon, faut le oh, savoir, c'est mignon. catégorie biberon. Ouais, Ok. c'est mignon, hein. Donc, ce qui est encore plus mignon, c'est que j'ai encore la médaille Ah avec oui, moi. Elle est pas loin, là, elle est quelque part, là, dans ma sacoche, professionnelle, que j'emmène un peu à droite, à gauche, parce que je pense que, et là, je vais être très sincère, hein, je pense qu'il y a un morceau de cette médaille, de premier biberon à la course des parents d'élèves, dans la médaille des Jeux Olympiques. Et dans les autres, et dans toutes les autres. ça a été un moment en fait presque décisif, quoi. Tu t'es mis en tête ce jour-là qu'il fallait que tu gagnes la course et ça. Non, mais en fait, c'est après. C'est parce qu'après, quand je suis arrivé au magasin avec la médaille autour du cou, j'ai Ouais. vu la fierté dans le regard de mes parents, mais la même que quand ils regardaient Jean Vernet. Et c'était là, je me suis dit, faut que moi aussi je sois un grand champion, si je veux que ça dure. C'est né comme ça. J'en ai un souvenir hyper clair. Pour moi, c'est né comme ça, et c'est pour ça que j'ai encore la médaille. Et c'est pour ça que derrière, effectivement, vu qu'à l'école, mais même tout gamin, moi j'étais un gamin libre, intrépide, turbulent. J'ai détesté rester assis toute la journée dans une classe. Impossible pour moi, c'était l'horreur. Enfin, je veux dire, j'avais l'impression de m'asphyxier, quoi. Et du coup, j'étais toujours à droite, à gauche. Et donc à l'école, je ramenais des punitions. Et puis quand je commence à ramener des médailles du ski, je me dis, bon ben voilà, je vous le dis là maintenant avec le recul, tu vois, je te le dis comme ça. Je veux dire, à ce moment-là, je pense qu'inconsciemment, j'ai investi mon énergie là où j'avais le retour le plus positif, Ouais. des gens qui étaient plus importants pour moi, plutôt que d'aller m'investir dans un truc où j'avais un retour négatif de gens que j'aimais pas, et même un retour négatif des gens que j'aimais bien, quoi. C'était Ouais. pas, pour moi, voilà, c'était juste pas concevable, voilà, de vivre une vie de souffrance. Bah, en avoir cette conscience-là adolescent, c'est déjà chouette. Ah Et non, là, toi? je te le dis maintenant. Oui, Là, je te le dis tu le maintenant. conscientises Je pense, maintenant? Ouais. ouais, je pense qu'inconsciemment, quand j'étais, voilà, à cet âge-là, je pense inconsciemment que j'ai investi mon énergie là où j'avais le retour le plus positif. Bah, toi qui nous encourages beaucoup aujourd'hui à travers ton activité de coach à exploiter notre potentiel, en fait, tu étais déjà complètement là-dedans? Ouais, alors en fait, alors ça, le potentiel, c'est un vrai sujet. Ouais. Parce que quand tu dis exploiter notre potentiel, tu sais, les gens, ils pensent à leurs compétences. Oui. Et c'est une erreur. Parce que dans le potentiel, il n'y a pas que la compétence. À la limite, la compétence, c'est ce que tu vaux à l'instant T, mais ça préjuge en rien du résultat que tu vas faire. Tu vois, enfin, je vais être très clair. C'est-à-dire que tu peux, je vais te donner, un exemple par rapport à ma carrière en ski. Au début de ma carrière, sur le papier, ma compétence, si tu veux, elle se reflétait sur le papier. Tu prends le ranking, le classement mondial, et j'étais, allez, mettons 157e mondial, d'accord? Justement, à 17 ans, je suis 157e mondial, donc ça, c'est ce que je vaux Oui. sur le papier, c'est ma compétence. Sauf que le jour de la finale de la Coupe du Monde, au fond de moi, je pense que j'ai le potentiel de gagner la course, tu vois. Et j'ai une envie de dingue en plus. J'ai une envie. En plus, cette course, c'est une finale de Coupe du Monde. Elle se passe à la Clusaz, donc quelque part là, c'est chez moi, là où j'avais commencé le ski de boss et tout. Et donc, je me dis, non, mais là, il n'y a pas moyen, tu vois. Et du coup, j'ai pas gagné la course, mais j'ai fait deuxième. J'ai surclassé ma compétence que je valais sur le papier. Donc, il faut vraiment se méfier parce qu'en général, on confond potentiel et compétence. Et il y a des moments, d'autres moments dans ma carrière où j'étais champion du monde, numéro 1 mondial, même champion olympique. J'ai fait 30e, tu vois, parce que ce jour-là, j'avais pas le potentiel pour y arriver. Et pourquoi je te dis ça? Parce que le potentiel, c'est beaucoup plus vaste finalement que la compétence. La compétence, c'est technique avec quelques connaissances derrière, mais tu as le physique qui va là aussi, tu vois. Pour moi, le potentiel, c'est le physique en plus.
Puis dans le potentiel, j'y mets aussi le mental. Oui, Tu vois, donc voilà, en fait, j'allais y venir, ouais. quand tu regardes bien, le mental, j'y mets l'énergie que j'ai, tu vois. Admettons que j'ai une super compétence, mais que j'ai peu d'énergie pour la mettre en œuvre, c'est normal qu'elle donne pas des résultats à la hauteur de ce que je vaux. C'est normal. Donc en fait, on va y venir petit à petit. Hein. C'est la vraie question, c'est pas la compétence, c'est l'énergie, et c'est l'énergie qui comprend le potentiel. En fait, quand tu dis ça, je me dis l'énergie, cette fameuse énergie qui va faire qu'on va décupler en fait nos forces quasiment. Tu l'incarnais super bien à l'époque parce que toi, tu incarnais le fait qu'il y avait énormément de plaisir dans le ski que tu pratiquais. Tu t'amusais en fait. Donc est-ce que c'est ça la clé pour aussi aider à décupler le potentiel et à libérer notre énergie? Oui, ça c'est la clé, mais c'est trop quelque part. Faut raffiner un peu là la réflexion puis le discours, parce que dire quelque part sous forme d'une injonction, faites-vous plaisir et ça va marcher et vous ferez des résultats et vous serez performant, c'est trop simple, et c'est, enfin, quelque part, c'est une bonne synthèse, parce que c'est la synthèse, mais la vraie question c'est, ok, mais comment je fais moi pour me faire plaisir? Et puis comment je fais pour cultiver ce plaisir? Puis comment je booste ce plaisir quand des fois ça marche pas? Ben oui. Tu vois, donc c'est vraiment une réflexion beaucoup plus globale. Et puis après, bon, moi, je suis assez idéaliste, mais j'ai quand même, je reste quand même assez conscient du fait que t'en as pas tous les jours du plaisir. Et Oui. puis, t'en as pas dans toutes les activités. Un métier, ça comprend plein d'activités. J'imagine qu'il y a dehors du podcast, qui est peut-être le moment qui t'éclate. Il y a de la préparation, puis peut-être que pour toi, c'est moins inspirant, ou il y a de la comptabilité, ou tu vois, il y Voilà, a, t'as bien ciblé, oui. il y a de l'administratif à faire, et peut-être que ça t'éclate un peu C'est moins. ça. Ouais. Ben, dans le sport, nous on fait du ski, on s'éclate à skier. Moi, le ski de boss, c'est mon métier, mais c'est pas ce qui m'éclate le plus. Ce qui m'éclate, c'est de skier comme quand j'étais gamin, tu vois, à la conquête d'un domaine skiable, l'espace, tu vois, c'est ça qui m'éclatait. Et OK. puis en dehors, et puis pour être bon sur les planches dans mon métier, il fallait que je fasse de la prep physique et les footings. Moi, j'aime pas ça. Alors il y avait pas que des footings, il y a de la musculation, il y avait tout un tas de trucs. Et puis après, on fait des bilans médicaux, on a un suivi médical hyper pointu. Bref, moi, il y a plein de trucs dans mon job que j'aime pas, Oui. mais qui sont quelque part le mal nécessaire pour arriver à performer. Voilà. Donc, à partir du moment où ça prend du sens, parce que c'est pas juste le mal nécessaire, mais ça a du sens, parce que si ça c'est bien fait, derrière tu performeras mieux, donc tu pourras encore mieux Ouais. skier et mieux t'éclater dans ton métier. Tu enclenches une spirale plutôt vertueuse. Mais c'est Ouais. pas aussi simple que ça de se faire plaisir. Mais c'est clair que c'est la base. En tout cas, le plaisir, toi, tu l'incarnais quand tu étais sur les skis, quoi. Tu vois, quand tu étais dans ton cœur de métier. Parce que là, tout ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des à côté qui sont moins sympas, et c'est vrai. Mais en revanche, quand tu es dans le cœur du truc, là, a priori, c'est ce que tu vivais sur tes skis. C'est ça. Alors, la grande difficulté, tu vois, c'est que moi, je passais 2400 heures à l'entraînement, 8 heures par jour, 300 jours par an. Ça fait 2400 heures. Waouh. Ça, c'est mon job, c'est mon métier. Ouais. Tu sais, la proportion de l'entraînement et par rapport à la compétition sur une année, Combien? c'est 2400, sur 2400 heures d'entraînement, je passe exactement 15 minutes en compétition. Oh. Pourquoi exactement 15 minutes? Parce que une compète, c'est une descente de qualification de 30 secondes. Si je me qualifie parmi les 16 meilleurs, c'est une descente de finale de 30 secondes. Donc ça Ouais. fait deux descentes de 30 secondes. Donc au mieux, tu passes une minute par compétition. Il y a 15 courses, à peu près 15 Coupes du Monde dans l'hiver. 15 minutes, là comme tu dis, où on te voit en train de t'éclater. Ouais. Ouais, on voyait 15 minutes en train de m'éclater. Donc, il faut bien se rendre compte que ces 15 minutes-là ne sont que le reflet de ce qui se passe à l'entraînement, Ouais. et que pour m'éclater en compétition, tu vois, parce que imagine que je souffre, je me sacrifie, tu vois, je me flagelle, je m'auto-flagelle Ouais. pendant 2400 heures, je vais pas arriver le jour de la course avec le sourire. Tu Eh oui. imagines bien. Bah, bien Je sûr. vais être hyper crispé, je Ouais. vais être hyper tendu, parce que imagine que j'ai souffert comme un dingue. À l'arrivée, j'ai envie que ça paye. Donc les 15 minutes, il faut qu'elles payent à la hauteur de ma souffrance et de ma transpiration. Ouais. Moi, je pense que on n'est jamais assez bien rémunéré, payé ou rétribué, hein, que ce soit en termes d'applaudissements, de félicitations, d'encouragement ou de salaire ou de prime, quand on souffre. Tu vois, je Ouais. pense on n'a jamais une rémunération, un retour à la hauteur de notre transpiration.
Donc ça va Par alimenter contre, la frustration, ouais. ouais, ou alors, voilà, ou alors, faut que ce soit vraiment un retour colossal. Et Ouais. donc, effectivement, ça va alimenter de la frustration. Donc, ça va diminuer ta capacité à continuer à faire des efforts. Et c'est ce qui t'amène au burn-out, en fait. Oui. Alors que si tu prends du plaisir à l'entraînement et que tu arrives en compète, bah, forcément, tu vois, ce que je dégageais, tu parles de sourire, tout ça. Mais en Ouais. fait, c'était de la confiance. Parce que le plaisir que je prenais à un entraînement se traduisait en confiance en compétition. Et du coup, forcément, moi, la compète, je veux dire, c'était loin d'être le mal nécessaire. C'était le plus, tu vois, qui faisait que j'allais obtenir un résultat. Et derrière, le résultat, s'il est bon, je vais avoir une somme colossale comment dire, de félicitations, d'encouragement. Ouais. Je vais gagner ma vie grâce à ça. Et là, tu es toujours très, très, très bien payé, Ouais. tu vois, Ouais. pour un Eh job oui. dans lequel tu t'éclates. Ça alimente le truc positif, en fait, à chaque fois. Exactement, exactement. Et le mec qui serait aussi bien payé que moi alors qu'il a souffert, lui, il va le vivre comme une frustration parce qu'il sera jamais dans sa perception des choses. Rémunérer une transpiration, c'est pas la même chose que rémunérer un plaisir. Donc, tu vois, déjà, la perception, le rapport que tu as à ton job Ouais. par rapport à ça, c'est essentiel. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine parce que les gens qui nous écoutent, ou toi, je veux dire, on est tous pareils. On n'a pas envie d'être rémunéré pour notre transpiration. Enfin, on n'a pas ouais. envie de transpirer dans notre domaine parce qu'on non. sait très bien qu'on sera jamais assez bien payé. Et j'entends dans la durée, hein. Oui. Et on préfère tous faire un truc qui nous éclate, qui nous passionne. Et puis, on serait presque même prêt à le faire de manière bénévole. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui, Et ouais, absolument. oui, parce que tu as des gens aussi qui ont choisi le bénévolat dans des domaines qui les passionnent pour compenser la frustration qu'ils ont dans leur vie professionnelle. Ben oui. Et je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il n'y a aucun métier, que ce soit skieur de boss ou podcasteur ou directeur marketing ou directrice des ventes, qui ne soit en soi motivant. Aucun métier en soi n'est motivant. Par contre, il y a des ingrédients dans le métier qui font que tu arrives à donner du sens à ce que tu fais. Ouais. Et puis, il y a une manière de faire le métier qui fait que tu arrives à prendre du plaisir à faire ce métier. Et puis, il y a une manière, comment dire, il y a une forme d'humilité dans le métier qui fait que tu arrives à progresser, à grandir parce que tu remets les compteurs à zéro et que ça t'ouvre le champ des possibles et que là encore, ça te donne de l'énergie. Et là encore, il y a des métiers dans lesquels tu vas arriver parce que tu as une faculté à, quelque part, dire non. Tu vas arriver à imposer tes valeurs, tu vois, à toi, et donc tu vas être fier de ce que tu fais, de la manière dont tu le fais, tu vas avancer, ça va te donner de l'énergie. Donc, c'est pas tellement le métier qui te motive, mais la manière dont tu le fais qui va être ou motivante ou démotivante. Tu vois, en t'écoutant, je me dis, c'est un truc qu'on entend souvent et c'est drôle de l'entendre de toi, un ancien grand sportif. En fait, le résultat compte, mais tout le voyage qu'on fait pour y arriver est tout aussi important, en fait. C'est ça qui va venir nourrir le résultat. Alors, excuse-moi, mais pour moi, le résultat n'est qu'une conséquence Ouais, OK. du plaisir que tu as pris à le construire. Ouais. Donc, en fait, le résultat n'a absolument aucun sens, aucun intérêt. Tout ce qui compte, c'est la manière, c'est ce que tu construis, c'est ce que tu mets en œuvre pour obtenir ce résultat. Il faut qu'il soit, alors comment dire, il faut que l'objectif soit clair, évidemment, mais à partir du moment où toi, tu es au clair avec ce que tu as envie, avec l'objectif que tu veux atteindre, derrière, tu peux l'oublier, parce que ce qui va être excitant, et ce qui doit être excitant, ce qui doit être exaltant, c'est de réunir les moyens, les conditions pour faire en sorte que le résultat advienne facilement. Moi, j'ai intitulé une conférence qui s'appelle Comment réussir facilement, comment gagner facilement la course la plus difficile du monde. Tu vois, ça c'est drôle parce que en fait, le mot clé c'est facile, facilement. Oui. C'est ça qui fait que, je veux dire, derrière, voilà, ça coule de source. Si je reviens à ce jeune homme que tu étais là, sur tes skis, alors pour le coup, tu incarnais complètement ça. Tu étais vraiment au-delà de tes performances sportives, tu étais un personnage, c'était comme un trublion. Je t'ai entendu même dire parfois, que tu étais un petit con en fait. Tu étais dans le jeu, dans le plaisir. J'imagine que tu en jouais aussi de ça avec les médias, non? Bah ouais, bien Eh oui. sûr. Je vais te raconter une anecdote. 3 ans avant les Jeux, un journaliste vient me dire, Edgar, dans 3 ans, il y a les Jeux, ta discipline, elle devient olympique,
ça va être chaud. En plus, ta course, ça dure que 30 secondes. Tu vas avoir toute la France derrière toi. Il va y avoir une pression de malade. T'as pas la trouille. Puis moi, je lui ai dit, t'inquiète, je vais les gagner. Ah Et ouais. puis là, il a dit, mais attends, mais tu peux pas dire ça. Comment tu vas faire? Je lui ai dit, bah, j'en sais rien. Moi, j'ai pas le plan, tu vois. Puis j'ai même pas les ressources. Puis j'ai même pas encore le talent. Enfin, bref, c'est pas grave. J'ai 3 ans pour trouver. Et puis là, le gars, il s'est dit, lui, il a pété un plomb et il m'a sabré. Dans son article, il a Ok. écrit, entre les lignes, hein, tu le lis entre les lignes, tu te dis, ce mec, c'est un branleur prétentieux, arrogant. Ouais. Et moi, quand j'ai lu l'article, j'ai été choqué parce que j'estime pas que je sois prétentieux ni arrogant. Bah oui. Branleur, je veux bien, mais prétentieux, arrogant, je suis pas d'accord. Parce que moi, j'utilisais 2 autres adjectifs. C'était audacieux et impertinent. Bah, rien à voir, Moi, ouais. j'estime, bah, ça n'a rien à voir, mais moi, j'estimais que pour gagner les Jeux, alors que ma discipline, c'était la première fois aux Jeux Olympiques, donc on savait pas où on allait, hein. Ouais. Donc on était plongé dans l'inconnu. Pour gagner les Jeux, il fallait faire preuve d'audace, et pour moi, l'audace, c'était de dire, vous inquiétez pas, les gars, je vais les gagner. Tu vois, c'était ça l'audace, c'était s'exposer, s'engager, s'exposer, assumer ce rôle de leader, le prendre, et puis pas le laisser aux autres. Prendre ses responsabilités, première chose. Et pour ça, il faut faire preuve d'un peu d'audace parce qu'effectivement, voilà, les Jeux sont en France, donc faut pas se rater. Il y a des enjeux, enfin, je veux dire, il y a une prise de risque qui est importante. Et puis, l'impertinence. Pourquoi? Parce que tu peux pas gagner les Jeux comme tu gagnes un championnat du monde, une coupe du monde. Ouais. À un moment donné, il faut casser les règles, il faut casser les standards, et il faut les élever, en fait. Ouais. Et comme nous, on gagne pas tout seul, c'est un sport individuel, mais autour de moi, il y a un entourage et tout. L'entourage, si moi, je casse pas les règles, l'entourage, il va faire ce qu'il a toujours fait. Il va m'entraîner 8 heures par jour, comme il l'a toujours fait. Et il va penser que c'est en faisant tous les jours un peu plus qu'on va y arriver. Or, c'est faux. C'est impossible de gagner les Jeux en faisant un petit peu plus chaque jour. Il faut en faire tout autant chaque jour, mais il faut le faire tellement mieux chaque jour qu'en fait, tu dois créer plus de valeur, tu vois. Ok. Si tu prends 8 heures C'est intéressant. d'entraînement, Ouais. tu vois, si tu prends 8 heures d'entraînement par jour et que tu crées, mettons, 10 unités de valeur au jour 1, ben, tu dois en créer, au bout de 2 mois, tu dois avoir créé par jour 20 unités de valeur. Tu vois, tu dois avoir Oui, doublé ok. ton profit quelque part. Si tu fais pas ça, tu y arriveras pas parce que de toute façon, les 8 heures par jour, c'est déjà le max, tu vois. C'est pas le temps. Tu vois, si tu dis, ouais, mais demain, je vais pas m'entraîner 8 heures, je vais m'entraîner 9 heures. Ok, mais dans un mois, tu vas pas t'entraîner 25 heures Ben par non. jour. C'est plus possible. Donc, Donc c'est la c'est qualité du mort. temps. Exactement. Donc, c'est la valeur que tu arrives à extraire des heures que tu passes à travailler. C'est ça qui fait qui donne le change. Donc, si tu es à 10 unités de valeur, tu dois monter à 20, puis à 30, puis etc. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu dois à chaque fois progresser et c'est ça qui fait que que tu t'éclates. C'est- Alors, pour répondre attends, je finis sur la Ouais, question, vas-y. sur le journaliste. Je reviens à mon journaliste, Oui, donc, qui a le écrit, fameux. donc j'étais un prétentieux arrogant. Donc 3 ans se passent, boum, je gagne les Jeux. Le mec, c'est le premier à me tendre un micro après la ligne d'arrivée, tu vois. En te Et là, il me félicitant, regarde j'imagine. et il me dit, Edgar, t'es un grand champion, tu vois. Et Oh. là, moi, je me retourne, je regarde la ligne et je lui dis, t'as vu, c'est marrant. Avant, j'étais un petit branleur, maintenant, je suis un grand champion. Tu vois. Je lui Ouais. dis, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est une baguette magique. Il y a un moment où, tu vois, il s'est passé quelque chose. C'est quand même fou. Puis là, il savait pas trop quoi dire. Il dit non, mais bon, je fais non, mais je vais te dire où tu as eu raison. Et t'as pas raison quand tu dis que je suis un grand champion. T'as raison quand tu dis que je suis un petit branleur. Et c'est parce que j'étais un petit branleur, Et donc ouais. impertinent et audacieux, C'est ça. que je suis devenu ce que tu penses être un grand champion, mais ce que je considère être moi le métier du petit branleur, être impertinent, être audacieux et cultiver ça tous les jours parce que c'est ça qui te fait réussir, tu vois. Ouais. Il faut pas se tromper. Les champions, c'est les gens qui restent, qui sont au plus profond d'eux-mêmes. C'est parce que c'est notre regard qui change en fait à nous. Exactement. Ouais. La plus grande difficulté de quelqu'un qui réussit, c'est pas de se prendre comme les gens le voient. Ouais. C'est-à-dire que moi, si je commence à me prendre pour un grand champion parce que les gens me voient comme un grand champion, je suis mort. Oui. Et je vais te le dire, je l'ai fait. Donc je le sais. Ben oui, ça doit être tentant. C'est-à-dire que Comment ne pas ben tomber bien sûr. là-dedans, évidemment. Ben bien sûr, je l'ai fait. Je me suis pris pour le grand champion, conformément à ce que les gens voulaient voir. Ouais. J'ai commencé à me prendre le chou, à perdre mes réflexes, mes valeurs,
à procrastiner, à m'installer dans la zone de confort du mec qui a réussi Ah! un truc dans sa vie. 1 an après, le sport m'a rappelé à l'ordre. Je me suis blessé à un genou. Je me suis retrouvé tout seul dans un lit d'hôpital. Et là, j'ai compris. Il a fallu 1 an pour comprendre. Il a fallu un confinement parce qu'un lit d'hôpital, vous êtes confiné, hein. Il n'y a plus que des Et médecins oui, qui c'est viennent, vrai, des c'est infirmières vrai. qui viennent vous voir. Le confinement Mais avant votre l'heure, univers, ouais. ouais, votre univers de tous les jours, lui, ce qu'on appelle le grand cirque blanc, il est en voyage à droite à gauche. Le téléphone, au bout de 2 jours, il sonne plus. Même la famille, je veux dire, elle est venue vous voir une fois. Après, bon, c'est bon, vous savez que ça va aller. Donc après, voilà. Donc, mais vous êtes tanké dans un lit, Ouais. vous pouvez pas trop bouger. Donc, à part le balai des infirmières et des médecins, il n'y a plus personne. Donc, c'est là que tu commences à réfléchir. Et c'est en ça que je trouve qu'un confinement, même intellectuel quelque part, une retraite, c'est hyper intéressant parce que tu peux faire un vrai bilan. Et Oui, c'est qu'à partir du moment où tu as fait le bilan, tu vas pouvoir endiguer cette spirale. J'étais plus le petit branleur, j'étais devenu un gros con. Voilà. Donc, endiguer la spirale du gros con dans le sport et revenir à mes fondamentaux qui sont l'audace, l'impertinence, le plaisir et tout et tout. Et ensuite repartir en conquête. c'est amusant comme cet accident est pas arrivé au mauvais moment finalement. En tout cas, il t'a Mais permis un ça. accident, ça n'arrive jamais au mauvais moment. En OK. fait, un accident, moi, je prends ça toujours comme un message. Je me blesse, si j'ai un problème, c'est qu'il y a sans doute un message derrière. Ouais. La difficulté, c'est de décoder le message. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la brutalité du choc. Ouais. Souvent, ça, c'est, plus ça tape fort, plus il faut changer vite. Mmh. Derrière, il y a, comment dire, l'ampleur des dégâts. Ouais. Ça peut taper fort et puis faire presque rien, tu vois. Donc, faut pas changer grand chose, mais faut changer vite. Derrière, il peut y avoir beaucoup de dégâts. Et là, ça veut dire, ça détermine l'ampleur des changements à faire. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à changer. Puis après, l'endroit où ça tape, ça va déterminer un peu ce qu'il faut changer, quoi. Le sujet, ouais, d'accord. Le sujet. Et Ouais. j'avais lu enfin, je l'ai pas lu, mais je l'ai en référence toujours, un bouquin d'un mec qui s'appelle Michel Odoul, Ouais. qui s'appelle Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es. Ah oui. Donc, enfin, je trouve intéressant parce que pour décoder, voilà, des situations, t'as mal au dos, t'as mal au rein, t'as mal plutôt, enfin, au cervical, t'as mal au genou, t'as mal, tu vois, à la Bien cheville, sûr. aux hanches. En fait, il te donne des pistes dans ce bouquin, il te donne des pistes pour décoder, tu vois, les mots qui sont les tiens. Et je trouve ça vachement intéressant. OK. Oui et puis est-ce que tu nous racontes là de ton accident, ça illustre bien, tout ce qu'on peut vivre nous, avec un accident de la vie quoi. Tu te prends une claque mais qu'est-ce que tu en fais? Alors, tu vois, l'accident, pour moi, c'est une étape. Il y en a plus loin, il y en a, tu peux aller encore plus loin, hein, il y a- mais il y en a aussi avant des signaux, ce que j'appelle des signaux Ah! faibles Ouais. qui t'amènent à l'accident, tu vois. Et moi, j'essaye de relier ça, parce que c'est un peu ma formation maintenant, mais à la motivation. Je me dis, tiens, finalement, quels sont les signaux faibles qui montrent que ma motivation se dégrade et Mmh. qui, si je ne fais rien, vont m'emmener vers voilà, toujours pire. En fait, je suis rentré dans une Ouais. espèce de spirale infernale et à un moment donné, dans cette spirale infernale, il y a une étape qui s'appelle l'accident. Oui. Mais l'accident, c'est pas la première étape. La première étape, pour moi, c'est la procrastination. OK, intéressant. Alors, je dis pas que la procrastination démontre que tu es totalement démotivé et que tu vas avoir un accident. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, la procrastination, je dis même c'est bien parce que ça favorise la créativité. Eh oui, Par contre, faut pas que ça devienne une habitude. C'est comme tout. ouais, c'est ça. À un moment donné, voilà, tu peux pas devenir un peu otage de ton envie Mais oui. de ne rien faire, de ta procrastination. Après la procrastination, il y a pour moi un deuxième signal faible, c'est quand tu commences à chercher des excuses au lieu de chercher des solutions. Ouais. Là Ça peut encore, de parler, temps en hein. temps, c'est pas grave. Oui, mais de temps en temps, c'est pas grave, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Si Ouais. toute ta vie, tu vois, ça devient une routine, c'est-à-dire qu'il t'arrive un truc et d'un coup, tu cherches une excuse à l'extérieur, tu vois, plutôt Oui. qu'une solution à l'intérieur, ça va pas le faire. Ouais. À un moment donné, tu vas en fait complètement te déposséder de ton pouvoir, Ouais. du pouvoir que tu as sur ta vie. Ouais. À partir du moment où tu te dépossèdes du pouvoir que tu as sur ta vie, il va falloir que tu prennes des risques pour te réapproprier ce pouvoir.
ou pour te réapproprier ce leadership que tu avais dans la vie, mais que tu as lâché parce que tu as lâché ton pouvoir. Et la prise de risque va conduire à l'accident. Donc, tu vois, l'accident, Ouais. c'est pas le premier signal Oui. d'une démotivation. Il y en a bien d'autres avant. Ouais. Et là, dans ton cas, si je reviens à ce qui s'est passé, donc là, on est quelque temps après, ta victoire olympique et tes titres de Oui, champion du monde. Et puis, en fait, j'allais dire, il y a une forme d'explosion ou d'implosion, mais en tout cas, c'est tellement trop que toi, tu t'es perdu, en fait, dans ce titre-là et dans ce que les gens te renvoient du champion que tu es, c'est ça? en fait, je vais te donner voilà, une lecture un peu, comment dire, manichéenne, tu vois, noire Ouais. et blanche du truc. C'est, au lieu d'aller à l'entraînement, je préférais aller assurer le service après-vente du champion olympique. Ah, les Tu médias. vois, les médias, les sponsors, les soirées, les copains du OK. show business, tu vois, OK. les événements un peu, voilà, people, machin. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. je préférais, aller me vautrer dans ces trucs-là Ouais. plutôt que de retourner à l'entraînement, tout simplement. OK. Donc, en fait, j'allais à l'entraînement, mais j'allais à l'entraînement quand il faisait beau, qu'il y avait du monde pour m'encourager. En fait, j'allais à l'entraînement quand l'eau était plus chaude là Ouais, OK. que à aller assurer le service après-vente des champions olympiques. En fait, j'allais partout où là l'eau était chaude. Ouais, zone de confort dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Eh oui, c'était tentant. Parce qu'il y a eu cet accident-là que tu évoquais tout à l'heure, mais j'imagine qu'il y a eu une autre période qui doit être dure à gérer, surtout quand on a été comme ça vraiment, au firmament de son sport et hyper visible dans les médias. C'est le jour où tu arrêtes ta carrière sportive, il se passe quoi? C'est un espèce de grand vide, non? Ou tu l'avais anticipé? Je l'avais anticipé et en fait, cet accident a été pour moi à la fois ouais, une chute, mais une sorte de résurrection. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon lit d'hôpital, comme je t'expliquais tout à l'heure, Ouais. il s'est passé plusieurs choses, hein, toute une réflexion, et je t'ai dit, il a fallu, enfin, j'ai cassé cette spirale infernale, j'ai reposé des fondamentaux, audace, impertinence, plaisir, fierté aussi, et je suis reparti en conquête. Donc ce jour-là, en fait, enfin, c'est pas ce jour-là, mais cette période-là, je me suis dit, il n'y a pas moyen, si je veux revenir, il faut que je retrouve cette énergie, cette motivation, Ouais. cette envie, ce plaisir, et je ne l'aurai qu'à partir du moment où je retrouve un objectif qui a du sens. Ouais. L'objectif que j'ai trouvé à ce moment-là, c'est 2 ans après un championnat du monde qui allait se dérouler à La Clusaz, on le savait. Mmh. La Clusaz, c'est là où j'ai commencé le ski de boss quand j'avais 10 ans. OK. À la Enfin maison, non, quoi. à 12 ans. Ouais, c'est là que j'ai commencé le ski de boss, j'avais 12 ans. La piste, c'était un peu, voilà, c'était un peu ma piste, quoi. J'adorais Ouais. cette piste-là. Et donc, je me suis dit, ben, je peux pas rêver mieux après avoir été champion olympique dans mon pays que de finir ma carrière sur un titre de champion du monde dans mon jardin. C'est C'est beau. exactement comme ça que je me suis raconté la chose, tu vois. OK. Et là encore, tu sais, je vais revenir sur le métier et la motivation. C'est pas un métier qui motive, c'est la lecture que tu fais Oui. du métier Oui. et des opportunités qui s'offrent à toi. C'est la lecture que tu fais de ça. Parce que j'aurais très bien pu avoir une lecture négative en me disant, après avoir été champion olympique dans mon pays, je peux pas prendre le risque, tu vois, de perdre dans mon Bien sûr. jardin. Ouais. Tu vois la Ouais, lecture, ouais, cette ouais. lecture, est-ce qu'elle est motivante à ton avis? Non, là, tu n'y vas pas, là. Non, là, tu vas Beh oui, pas, tu mais vois. non. Mais ma Ouais. lecture à moi, et ça, peut-être parce que j'étais dans un lit d'hôpital, peut-être, bah, ma lecture à moi, c'était de dire, bah, après avoir été champion olympique dans mon pays, quelle plus belle sortie, tu vois, je Ouais. pourrais faire que d'être champion du monde dans mon jardin. Pour moi, c'était une opportunité, pas une menace. Mmh. Cette lecture qu'on a tous de son métier, des objectifs, des ambitions, des perspectives que le métier nous offre, elle est propre à chacun. Et du coup, comme pour les Jeux olympiques, tu étais avant même d'avoir, commencé ta course, j'ai l'impression qu'elle était gagnée, en fait. Il y avait même pas d'autre option, non? Ben, alors c'est pas tout à fait aussi, comment dire, aussi simple dans la mesure où pour en arriver là, je suis d'accord avec toi, c'est oui, à l'arrivée c'est ça, mais le chemin pour en arriver à cette finalement synthèse Ouais. évidente, à cette évidence là, il est quand même un peu compliqué. Ah bah et oui, faut Mais oui, parce qu'il faut dealer avec toi-même sur tes peurs de ouais. perdre,
tu vois, t'es peur de passer à côté, de passer pour un blaireau, tu vois, de pas être à la hauteur de tes engagements, de te défausser de tes responsabilités. Enfin, faut arriver à absorber ces peurs-là, tu Ouais. vois, Donc à les malgré tout, tu avais comprendre. ces peurs-là, ouais, OK. Ben, en fait, si tu veux, tu te fixes un objectif, puis après, ben, c'est le chaos pour l'atteindre. Tu sais, la plupart des gens se disent, tiens, ben, en théorie, tu vois, tu pars d'un point A à un point B, la ligne est droite. En théorie. D'accord? En théorie. En théorie, c'est vrai. Ouais. Il y a une ligne droite entre le point A et le point B, tu vois, sauf Einstein qui a un peu démontré que c'était courbe. Mais bref, voilà. Et comme disaient des proches, un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout va bien. Tellement. Mais oui, sauf que si tu fais du sport de haut niveau et en plus dans le ski de boss, mais dans la vie, pour passer d'un point A à un point B, il faut que alors le point A, tu sais où il est, c'est bien. Le point B, si tu sais où il est, c'est pas toujours évident, mais Non. c'est super d'être Ouais, super clair sur le point B. c'est clair. Mais entre les deux, mais ça va être un champ de boss, C'est ça. tu vois, Ah avec oui, des hauts, des l'image est bas, belle. Ouais. des victoires, des échecs, comment dire, de la confiance, du doute, des moments d'enfer avec les gens, puis des conflits, tu vois, Oui, tu vas passer par tous ces états-là, bien sûr. et c'est normal. Et c'est ce qui fait la beauté du point B d'ailleurs. Ça fait partie du jeu, oui, absolument. Ah bah ouais, Eh eh oui. ouais. Et en fait, notre enjeu, c'est pas d'atteindre le point B. Notre enjeu, c'est de traverser toutes ces difficultés le Toutes plus les vite bosses. possible. Ouais. Ben ouais, c'est franchir les bosses le plus vite possible, tu vois. Oui. La métaphore du ski de boss, moi, je l'adore. Ah bah, enfin, elle est puissante Voilà. là, hein. Elle est puissante, tu vois, c'est ça. L'enjeu, c'est de savoir t'adapter, de savoir, comment dire, manager ses boss. Ouais. C'est ça qui fait la force. Tu vois, le point B, si tu sais manager les boss, tu iras au point B, il n'y a pas de problème. Ouais, et oui. Mais pour ça, il faut apprendre, il faut gérer les boss. C'est pour ça que je te disais, c'est pas aussi simple que ça, quelque part. Bien sûr, ouais, C'est la preuve. évident, oui, c'est évident, sauf que entre le point A et le point B, eh ben, il y a le champ de boss, et celui-là, Ça secoue il un va peu, falloir hein. Ça secoue plus ou moins, mais Ah, ça bah secoue, ouais. Ouais, puis ça peut faire mal. Oui, Tu aussi. peux te blesser, ça peut faire mal, mais les boss, là encore, c'est quoi? C'est un piège ou c'est une opportunité? Ou c'est un tremplin? Et Tu voilà. vois? Ouais. C'est une Ouais. menace ou c'est une opportunité? La bosse en elle-même, la difficulté que tu rencontres, quelle lecture t'en fais? Tu sais, c'est comme ton métier. Mais oui. Quelle lecture tu en fais? Et Ouais. ben la bosse, selon la lecture que tu vas faire de la bosse, selon la lecture que tu vas faire de ton métier, ben tu vas déterminer en fait l'expérience que tu vas vivre derrière, tout C'est simplement. ça. Qu'est-ce que tu projettes, quoi. Ouais. Bah oui, Ce qui est. et oui, si tu projettes toutes tes peurs, l'expérience risque d'être douloureuse. Et là, on revient au début, la douleur, ah, c'est pas pour moi. Mais c'est ça. Enfin, voilà, j'ai pas été construit comme ça. Bah non, et ça s'entend. Et du coup, donc je reviens à ce moment où, donc sur ton lit d'hôpital, tu commences à y voir plus clair sur ta vie d'après. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas sur ta Ouais, reconversion, tu me c'est là où. demandais si j'avais préparé, en Ouais, tout cas si j'avais préparé l'après. ouais, Et donc, dans mon lit d'hôpital, je me dis, ben, je gagne les championnats du monde et j'arrête. Voilà, parce que je voulais sortir par la ok, grande porte. Voilà, je voulais réussir ma sortie. Je dis, je gagne, j'arrête. Et après, je fais quoi? Ben, je me dis, attends, la chance, si tu sors sur une victoire, c'est que derrière, tu vas signer tes sponsors pour 3-4 ans. Et donc, tu pourras, voilà, sans être en équipe de France et participer au championnat du monde et tout, je pourrais continuer de travailler avec. Je vais même pouvoir avoir du temps pour travailler avec, puis voir s'il n'y a pas un métier qui m'intéresse derrière. Donc Tu vois? l'idée, c'était de Donc, en surfer fait, sur la vague de ce que tu avais construit là, les Ouais. 5 dernières années pour profiter de tes sponsors, d'avoir donc un soutien financier qui te permette de prendre un moment pour te retourner et réfléchir à la suite, quoi. Voilà, et trouver le métier qui allait. Ouais. Mais alors, moi, je t'ai entendu dire après que ce métier-là, tu l'as cherché en entreprise, tu as un peu cherché et tu trouvais rien. Donc, tu dis Non, finalement, j'ai créé le mien. Parce qu'à l'époque, il y exactement. avait pas encore beaucoup de coachs ou de conférenciers. Enfin, Non. c'était pas encore répandu comme ça l'est aujourd'hui, quoi. Bah, en fait, j'ai fait une erreur. Ah, J'ai fait une erreur magistrale pendant 4 ans après avoir arrêté le sport. C'est que, en fait, je me posais la mauvaise question. Et c'est-à-dire? c'était une erreur. Bah, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, Ouais, tu vois. c'est une bonne question. Non? Non, Ok. Alors, comment fallait-il se la poser? faut changer un mot. Vas-y.
Alors, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Ça veut dire que tu réfléchis en termes de métier. Pour réfléchir en termes de métier, il faut avoir des diplômes. Moi, j'avais des médailles et pas de diplôme. Donc, je me posais la mauvaise question puisqu'elle n'était pas adaptée à ma situation. J'avais pas de diplôme. Je pouvais Mmh. pas donc prétendre à un métier tout fait en entreprise pour lequel on te forme à l'école. Ouais. Erreur, voilà, erreur. Alors, c'était une erreur. N'importe qui a un diplôme devrait se la poser comme ça, à la limite. Mais pour moi, j'en avais pas. Donc, je me suis dit, attends, les médailles, c'est quoi finalement? C'est le reflet de quoi? C'est pas le reflet de ton métier. Bah, c'est le reflet de mon expérience. Oui. D'accord, ok. Donc, je vais transposer ça à mon métier. Je me dis, enfin, à mon avenir, je me dis, faut pas que je me dise qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quel métier je vais faire dans la vie, mais quelle expérience j'ai envie de vivre. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois, C'est tellement le plus mot, intéressant effectivement posé comme ça. ben ouais, t'ouvres le champ des possibles en fait. Parce que quand tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu réfléchis en termes d'expérience et c'est là que tu te dis bon ben voilà, quand l'expérience de ce que tu as envie de vivre est claire, derrière tu inventes le métier qui va avec. Et oui. C'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Pour moi là encore hein, dans ma situation hein, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qui t'a aidé en tout cas toi à du coup trouver, ce dans quoi tu allais t'épanouir après. Comment tu as trouvé, enfin, Non, alors d'où en c'est fait, venu attends, cette c'est idée? important. Pardon, Ouais, alors vas-y. c'est hyper important en fait que je te réponde à ça parce que à partir du moment où tu te poses les bonnes questions, les solutions viennent à toi. Ça bouscule. Hein. Attention, ça veut dire que si tu te poses pas les bonnes questions, tu trouveras pas les bonnes solutions Ouais, et il faudra aller les chercher. Alors que j'ai compris quand que je me posais la question, enfin j'avais mal formulé la question, ouais, je l'ai bien formulée et j'ai vu qu'elle était bien formulée parce que les solutions sont venues à moi. OK. Tu vois, alors là, tu appelles ça de la synchronicité, je sais pas, enfin, mais à partir du moment où j'étais clair avec ce que j'avais envie de vivre, et tu vois, les questions sous-jacentes, c'était qu'est-ce qui me distingue, tu vois, j'ai fait du sport, mais pourquoi les gens ont apprécié, tu vois, qu'est-ce qui me distingue de ça, enfin voilà, des autres, et en quoi ce qui me distingue, je peux en faire quelque part une activité qui me permette de vivre, etc. Donc c'est des questions que j'allais poser aux gens dans mon entourage. Je leur disais, qu'est-ce qui t'a marqué, que j'ai fait dans ma carrière et qui t'a marqué? Et ce qui revenait en boucle, c'était, t'as dit que t'allais gagner les jeux, tu les as gagnés. Moi, chapeau. Et moi, je me disais, OK, dans la vie, tu fais une promesse, tu es au rendez-vous de la promesse. Est-ce que je peux en faire un job? Non. En soi, tu peux pas en faire un job. Mais est-ce que ça peut être, comment dire, quelque chose que tu peux transmettre? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. Comment amener les gens à faire une promesse et être au rendez-vous de cette promesse-là? Et là, tu te dis, ouais, dans le monde de l'entreprise, il y a peut-être plein de mecs comme ça, quoi, qui ont besoin de savoir comment faire. Ouais, Tu vois, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour être au rendez-vous d'une promesse, tu vois, voire même une promesse que t'as pas choisie toi. ouais. Et en fait, tu vois, c'est des réflexions, c'est des cheminements comme ça, c'est des questions que je pose à mon entourage ou des rencontres et tout. Puis à un moment donné, tu as un mec qui arrive et il t'explique comment mettre ta motivation au service de ta performance. Tu vois, le gars là, Mmh. moi je l'ai rencontré, C'était un c'était speaker lui du coup, c'est ça? ouais, OK. ouais, mais c'était un Ouais, consultant qui était à la tête d'un cabinet qui ne faisait que ça et qui faisait de la formation en entreprise sur la motivation. ouais. Et moi, comme j'avais ces questions en arrière-plan de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, forcément ce mec, il correspondait en tout point à ce que je cherchais. Donc là, le gars, en fait, il se trouve que voilà, c'est un sponsor qui m'avait dit viens, tu fais skier mes mecs sur mon séminaire, et puis tu viendras parler de ton expérience. Puis après avoir parlé de mon expérience, il y a ce bonhomme là, ce consultant qui est venu et qui a développé toute la théorie qu'il y avait derrière ce que j'avais raconté. Et là, Ah! j'ai dit putain, c'est génial. Je suis allé le voir, je lui ai dit c'est quoi ton métier? Il m'a dit bah si tu veux que je te montre, tu viens avec moi, je pars dans 3 semaines au Canada, je vais voir 600 chefs d'entreprise. Et puis comme ça, dans l'avion, je t'expliquerai. Je Oh! suis allé avec lui, il m'a expliqué, il m'a pris sous son aile, il m'a expliqué. Et il m'a formé à faire ce métier, OK. qui est un métier de conseil en management et en performance Ouais. des hommes et des organisations. Et ensuite, voilà, et donc ça comprend du conseil. Après, le métier en soi, donc au-delà du conseil, après, c'est pour vendre de la formation à des managers notamment.
comment former des gens au management, à un management qu'ils appelaient le management motivationnel. Et puis ensuite, il y avait aussi des séances de coaching qui étaient proposées. Et pour promouvoir l'activité, ils faisaient des conférences de Ok, temps en temps. Et moi, je d'accord. me suis dit, mais moi, ma plus-value à moi, c'est la conférence. Donc, Et oui. bref, je me suis formé. Et en 2008, donc 8 ans après, quoi. 8 ans après, j'ai dit, bah maintenant, ma plus-value à moi, maintenant, c'est la conférence. Donc, je fais plus que des conférences. En fait, ce qui est amusant, c'est que dans la manière dont tu pratiquais le ski, tu étais déjà dans la transmission. Tu vois, en ayant cette personnalité, et cetera, il y avait vraiment cette dimension-là et finalement, c'est ce que tu as retrouvé dans ton métier de coach, d'être dans une forme de transmission? Alors, je dirais pas ça comme ça parce que j'avais pas l'impression d'être dans la transmission quand j'étais dans le ski. Si ce n'est que moi, quelque part, le bout du bout, tu vois, la finalité dans le ski, c'était de donner du bonheur aux gens. Ouais, Aux gens qui, en plus, tu vois, qui m'avaient fait confiance. Donc, tu vois, il y avait mes parents. Tu sais, il y avait toujours eu en arrière-plan cette notion de fierté, tu vois, dans le regard des parents. on en Mais revient à c'était la une boutique de manière, ski quand tu gagnes à 5 ans, ouais, ton biberon là, ouais, on voilà. en revient. Ouais, ouais. À un moment donné, bah oui, parce que là, à 5 ans, tu vois, je me dis si je veux que ça continue, si je veux donner voilà, si je veux que mes parents soient fiers, Bah ouais, quelque part leur donner du bonheur, hein, bon, ben voilà, faut que je sois champion de ski, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que, bah, avec le temps, il y a les parents, puis après, t'as les coachs, puis t'as les potes, puis t'as le public, tu vois, puis t'as les fans, puis d'un coup, puis à un moment donné, t'es aux Jeux Olympiques, puis t'as la France, quoi. ouais, Et tu c'est t'aperçois dingue. que tu peux, d'un coup de baguette magique comme ça, tu vois, je prends mes bâtons, je les pointe comme ça, et puis les mecs, ils exultent. Et Ouais, là, c'est génial. Et là, tu te dis, oh là là, c'est génial. Alors, c'est des moments de grâce, ouais, mais c'est super puissant, tu vois. Tu te dis, les mecs, ils sur sont là, ils sont venus, ils bravent la météo, le froid, machin, et ils viennent, la neige, tu vois, et ils viennent et ils sont heureux d'être là, tu vois. Tu te dis, putain, toi, tu donnes du bonheur à ces c'est ça. gens-là, quoi. Ouais, tu faisais vibrer, to là où toi tu Bah vibrais, ouais, ça faisait vibrer autant les personnes en face et ça se multipliait par centaines, puis par milliers, puis par millions, quoi. C'est vrai que c'est bah dingue. c'est ça, ouais, C'est c'est dingue. ça. Puis moi, j'ai vu des larmes de fierté dans le regard de mon père. J'ai vu des larmes de joie et de fierté dans le regard de mes coachs. Ah, c'est Tu fou vois, ça. des gars qui m'ont fait confiance. Ouais, Et je les ai rendus fiers, tu vois, ouais, ce jour-là. Et je me dis, wow, le sport, c'est puissant, quoi. Pour ça, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. ouais. Et quelque part, après, bah, on parle de transmission, tu vois, aujourd'hui, bah, quand je vois des regards qui brillent, qui s'illuminent, quand je donne une conférence, puis je vois des gens qui regardent, puis d'un coup, je sais pas, je dis un truc, mais c'est pas ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ça résonne chez la personne et ça lui révèle un truc, et là, d'un coup, je la vois s'illuminer, C'est génial. et c'est pas moi, tu vois, c'est pas ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a une adéquation entre ce que je dis, son parcours, ça lui révèle un truc et d'un coup, waouh! Et là, c'est ça qui est fort. C'est ça, ouais. Ça, j'adore. C'est incroyable. Oui, parce que du coup, tu retrouves la même chose que lorsque tu étais sportif, c'est de vibrer avec ton sujet et de vibrer à l'unisson avec les centaines et milliers de personnes qui sont en face de toi, en fait. Comme une Ouais, alchimie qui se passe, quoi. j'ai un jour, je donne une conférence après la conf, mais genre une demi-heure après la conf, il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, Edgar, vous venez de changer ma vie. Je fais, Oh! attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, vous avez dit des choses, enfin voilà, qui m'ont vraiment impacté. Je me suis vu dans la relation que j'avais avec ma fille. Il se trouve qu'elle passe le bac demain. Moi, j'avais plutôt tendance à lui projeter mes peurs. Je lui ai téléphoné là et je lui ai dit, écoute, tu vas voir, tu vas être super, tu vas t'en sortir, fais-toi confiance, je te fais confiance. Et elle m'a dit, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as jamais parlé comme ça. Et elle se mettait à pleurer et tout. Oh! Et elle me dit, vous venez de changer ma vie. Je lui dis, non, non, moi je vous ai raconté quelque chose. C'est vous qui Ouais. êtes en train de la changer, quoi. Et elle me dit, merci, merci. Bon, bah, tu vois, ça, c'est des moments, tu te dis, ouais, bon, tu sers à quelque chose déjà. Ouais. Tu Ah vois, bah c'est quand oui, même c'est le moins important. qu'on puisse dire, là. Tu te sens utile, mais ouais, c'est des moments où, voilà, les gens, tu t'arrives à, enfin voilà, on se révèle les uns Ouais. les autres, tu vois, les uns Oui, aux il y a un autres, effet les uns les miroir, autres ouais, aussi. ouais. Quand je t'écoute, il y a quand même un truc qui m'interpelle. Hem,
tu parles beaucoup du sens qu'on veut donner à sa vie. Parfois, tu évoques presque le terme de mission, de libérer nos potentiels et tout ça. Je ne sais pas si c'est un gros mot pour toi de parler de spiritualité, pas du tout dans l'aspect religieux, tu vois? Mais comme si parce que quand j'écoute, le gamin que tu étais qui se dit: «Beh, je vais gagner», c'est comme s'il y avait un truc plus grand que toi, mais que tu portes. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? En tout cas, je pense que j'en avais pas conscience. Il y avait des choses plus grandes que moi, bien sûr, mais j'en avais pas vraiment conscience. J'avais conscience d'une chose, c'est que j'étais au sein d'une équipe de France et que cette équipe de France, emmenée par Nano Pourtier, qui était son patron, qui était un mec, charismatique, qui était 3 fois champion du monde de ski de boss, puis qui était le capitaine de cette équipe de France, avait pour ambition que ce soit la meilleure équipe du monde. Et s'il y avait bien quelque chose de plus grand que moi, c'était ça. C'est que Mmh. moi, tout seul, même en gagnant toutes les coupes du monde, même en étant champion du monde et champion olympique, je pouvais pas être la meilleure équipe du monde Ouais. parce qu'il faut que plusieurs personnes ramènent un maximum de points et ça peut pas reposer sur une seule personne. Et ça, j'en avais bien conscience. Donc, effectivement, il y avait des choses qui me dépassaient. Mais j'avais pas conscience du pouvoir, comment dire, un peu, magique, hein, du sport, du pouvoir d'influence que le sport peut avoir sur les gens. Parce que moi, c'était mon quotidien. Donc moi, je me levais le matin, j'étais dans cet environnement. Il y a des jours, c'était pas un métier sympa, puis il y a des jours, c'était un métier sympa. Il y avait des moments chiants et des moments très sympas. Et j'avais quand même conscience de ma chance, Ouais. mais ma chance, je l'avais saisie. Parce qu'à 14 ans, tu sais, mon père, il m'a dit, bon, là, on n'habitait plus à la montagne, on habitait à la ville, à Annecy. Ouais. Puis je faisais du ski à la Clusaz. J'allais à l'école, au collège des Barattes. Tu sais, ma conseillère d'orientation, tu as La commencé fameuse? là-dessus. La fameuse conseillère d'orientation qui m'a dit, mes gros pirons, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Mon père, avant ça, m'avait dit, bon, Edgar, là, maintenant, il faut que tu fasses un choix. Moi, je lui ai dit, bah, je vais faire du ski. C'est à ma mère que je vais dire, je vais faire du ski, parce que mon père a dit, ça sera pas une perte pour la science. donc, donc voilà, ça a été. Et mes parents m'ont responsabilisé en fait en me laissant cette décision. Et le fait qu'ils me responsabilisent comme ça, bah effectivement, je pense que voilà, c'est. Après, t'as envie de mener tu vois, tu veux mener ton truc, quoi. Bah, en fait, ils t'ont fait confiance, donc tu as envie d'être, j'imagine, à la hauteur, de cette confiance-là? Ouais, faut être à la hauteur de la confiance, ça c'est important. Ouais. Et puis ouais, puis en fait, faut prendre sa responsabilité. Tu vois, une des choses, je Ouais. trouve que les plus difficiles dans la vie, c'est de prendre sa responsabilité. Oui. Tu as une vie, tu as des responsabilités, il faut prendre ta place. Ouais. Toute ta place, rien que ta place. Ouais. Toujours difficile de voir où est la frontière. Oui. Mais prendre sa place, toute sa place, rien que sa place, c'est ça, prendre ses responsabilités. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui t'incombent et voilà, tu les mets en œuvre. Il y a des fois, il y a des choses qui t'incombent pas, mais elles sont à la frontière. Donc à un moment donné, il faut laisser les autres le faire. Si toi tu le Mmh. fais à leur place parce que c'est à la frontière, eh ben tu les dégages d'une part de leur pouvoir, Ouais. tu endosses une part de leur responsabilité et derrière ça te revient. Ça Oui. te revient donc. Et ça, c'est un peu théorique à dire comme ça, mais dans le concret d'une vie de couple, dans le concret du management, dans le concret de l'éducation des enfants, Oui. on fait vite, voilà, les frontières sont pas très floues et on Ouais. fait vite des erreurs. Ouais. Et là, c'est vraiment trois dimensions dans lesquelles effectivement on retrouve complètement ces questions-là, quoi. Et toi, justement, tu dirais qu'aujourd'hui, ça y est, tu l'as trouvé complètement ta place? Ah bah non, parce que on est dans un monde qui bouge, donc ça fluctue en permanence. Donc en fait, il faut être vigilant. En fait, ça se surveille comme le Mmh. lait sur le feu. Tout ça, c'est comme la motivation. Tu peux pas te dire, bah voilà, la motivation est un mode stable et inné. Tu vois, une énergie stable et innée, voilà, Oui. ça y est, maintenant, moi, je sais comment ça marche, je suis motivé. Tu vois, c'est comme si un thérapeute ou un coach était parfaitement équilibré, bien dans sa peau, bien dans sa tête, sous prétexte qu'il est coach, parce qu'il s'est formé au coaching. Ouais. C'est pas vrai. Un Et oui. thérapeute peut être, Merci de le peut être rappeler. dépressif. Ouais. Non, mais un Ouais. thérapeute peut être dépressif, un coach peut être enfin peut être démotivé, un conférencier comme moi peut aussi être démotivé. Ouais. Maintenant, on a la chance, enfin moi c'est un sujet que je connais puis que je travaille en permanence et que cette notion de motivation. Ouais. Bon ben évidemment,
il y a aussi une notion d'exemplarité Oui. que le sport m'a aussi bien chevillé au corps. Bah, j'essaye de mettre en place dans ma vie ce que je prône à l'extérieur. Qu'il y ait une forme de cohérence, et d'alignement entre les 2. Et ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, je prône à l'extérieur le fait d'être vigilant. Donc, à moi de mettre en place cette vigilance aussi. Oui, j'ai l'impression que tu l'aides dans la manière dont tu évoques ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Ben, disons que j'ai une conscience assez aiguë de ces signaux faibles Oui, c'est maintenant. ça, ouais. Donc je les laisse plus s'installer. On va me dire, ouais, mais alors tu procrastines. Je fais, ouais, ça m'arrive de procrastiner, mais je laisse pas la procrastination s'installer, ça c'est hors de question. Et j'ai trouvé un petit truc qui est vachement bien, je vais vous le donner parce que c'est Vas-y. super. Tu sais, des fois, admettons, je dois bosser 2 heures sur une conférence et à la place de ça, je vais aller faire du shopping. Ouais. Admettons. Non, allez, pas du shopping, c'est moins mon truc, mais ça, allez, on va dire, pour une femme, je serais allé faire du shopping, tu Ouais. vois. Les Je t'entends, clichés. ouais, qui est pas top. Allons-y. Le bon cliché. Je vais dans le cliché, tu vois. Allons-y. Je vais donc, voilà, ou moi, je me dis, ah non, je vais aller me faire une séance de kitesurf parce qu'il y a du vent, tu vois. OK. Et donc là, enfin, la séance de kitesurf, ça marche pas avec mon exemple, mais plutôt que de dire, bah, je vais procrastiner, tu vois, je vais pas bosser la conf, parce que généralement, t'as pas envie de bosser sur la conf et tu Ouais. pars faire du kitesurf, parce que justement, il y a du vent maintenant, tu vas faire du shopping, parce que les boutiques sont ouvertes. OK? Bon, il faut juste inverser le truc. Un petit truc, c'est t'inverses la chose. Tu dis, je commence par faire mon boulot, tu vois, et en récompense, Ah! je m'offre une séance de kitesurf ou une séance de shopping. C'est-à-dire que pour éviter de procrastiner et pour être au contraire, tu vois, de motiver à faire ce que tu as à faire, tu t'offres en récompense ce que tu irais faire si tu procrastinais. OK. Tu vois, c'est tout bête. Bah, c'est tout Mais bête, mais franchement, mais ça te fait c'est faire une ce que tu as à tuerie. faire, ouais. Ah, Ah, mais hyper c'est une tuerie. intéressant. C'est une tuerie. OK. Ça change tout. Bah, ouais. Du coup, après, tu vas faire ton kite, ta séance de shopping ou ton truc avec la satisfaction du C'est devoir accompli. ça en Donc, en plus. fait, Ouais. tu as à la fois, plutôt que comment dire, pas la frustration, mais La un peu culpabilité? la culpabilité de ne pas être en train de travailler alors que tu fais du shopping ou du Ouais. kitesurf, tu vois, tu inverses le truc. Et là, tu es Mmh. deux fois gagnant. J'aime bien l'idée, je vais tester ça ces prochains jours. En fait, si tu veux, voilà, tu as une activité, elle te motive pas. Si tu veux qu'elle te motive, trouve-lui un incentive, tu vois, trouve-lui une récompense. Donne-lui une récompense. Si tu le fais et que tu le fais bien, tu as une récompense qui est à la hauteur de ton investissement. Et si tu arrives à faire ça, mais tu vas faire beaucoup mieux ton job, parce qu'évidemment, tu vas le faire beaucoup mieux ton job. Ouais et puis je t'écoute et je me dis ça peut se vivre à tellement plus grande échelle, tu vois? En se disant, ben, je sais pas moi, tu vois, moi je rêve d'emmener mes enfants au Canada. Bah, OK, tu fais ça le jour où tu as atteint tel objectif que tu t'es fixé, quoi. Exactement. Alors là, c'est de la neuroscience, mais ton cerveau fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tu vas nourrir en faisant ça, tu vas nourrir le circuit de la récompense. Et donc, en nourrissant le circuit de la récompense, tu vas te redonner de l'énergie qui va faire que de l'autre côté, d'un côté, il y a le circuit de la récompense, puis de l'autre côté, il y a l'aversion à l'effort. Oui. Tu vois. Et ton cerveau est aversif, n'aime pas l'effort, produire des efforts. C'est-à-dire, alors l'effort sur un plan neurosciences, c'est pas la transpiration. L'effort, c'est la différence entre les ressources disponibles, ce que tu as comme énergie, comme ressources Oui. disponibles pour faire un truc, sur les ressources à fournir. Et si les ressources à fournir pour faire la chose sont supérieures à ce que tu as toi disponible, ben le cerveau, il procrastine, il se barre. Donc en fait, ça c'est l'explication Ouais. scientifique, hein. Donc en fait, si tu inverses et que tu mets de la récompense à ton travail, ben en fait, tu vas nourrir beaucoup plus ton cerveau tu vas activer beaucoup plus ton circuit de la récompense, ce qui fait que tu vas augmenter tes ressources disponibles, ce qui fait que derrière, tu seras plus en effort pour faire ce que tu fais puisque les ressources à fournir seront inférieures aux ressources disponibles. Ouais. Écoute, à tester. Tu auras plus d'énergie qu'il est nécessaire pour faire ce que tu as à faire, donc tu vas le faire. Tout ça pourquoi ? Parce que tu auras augmenté ton niveau d'énergie en faisant quoi ? En inscrivant une récompense, tu vois, au bon endroit dans ton processus. On revient au début de la conversation, on parlait de mettre du plaisir dans ce qu'on faisait, quoi.
et pas, être uniquement dans l'effort et l'envie de te rétribuer d'un gros effort, voire d'une souffrance, quoi. C'est ça. OK. Dis-moi, pour terminer notre échange, j'ai quelques petites questions rituelles que j'aime poser à mes invités, Edgar. J'aimerais déjà savoir si toi, tu écoutes souvent ta petite voix ou autrement dit ton intuition? En fait, le concept même de petite voix, si tu veux, pour moi, il est compliqué parce que j'ai l'impression d'être toujours en train de me parler. Ouais, Je pense que j'ai un dialogue intérieur permanent. Je sais pas, je prends ma douche, moi je me parle intérieurement, tu vois. Je vais pas prendre le savon de manière instinctive, tu sais, je vais me dire tiens, il est où le savon? Enfin, tu vois, donc ce concept de petite voix, j'ai du mal. Est-ce que c'est une voix supplémentaire, tu vois, que j'ai dans ma tête? Est-ce que c'est une voix différente, tu vois, ou est-ce que c'est la même voix mais qui me chuchote les choses? Je sais pas, tu vois, mais en tout cas, je pense que ouais, moi je suis pas tout seul dans ma tête. Je pense qu'on est, voilà, j'ai ma petite voix. Enfin, en fait, disons que c'est une espèce de dialogue entre mon conscient et mon inconscient qui est permanent, en fait. OK. Je fais très peu de choses, tu vois. Enfin, moi, je fais très peu de choses sans. C'est même pas que je les pense pas, je les Tu es analyse très pas, mais intuitif, en fait, c'est ça que tu es en train de dire? même, je sais pas si c'est de l'intuition ou pas, mais même quand, des fois, je suis au micro en train de donner des conférences et en arrière-plan, j'ai un deuxième dialogue. Tu vois, je parle au public et en même temps, je me dis, tiens, regarde la personne là-bas, elle est en train de tapoter sur son portable, ça vaudrait peut-être le coup d'aller l'interpeller, tu vois. Un double discours, ouais. Tu vois? OK, à plusieurs étages. Mmh. Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué? Ah ben, écoute, j'en ai un là sur mon bureau. Euh, En fait, c'est marrant, mais hier, je l'ouvre et je me posais une question. Alors, tu vois, toujours ma petite voix et tout. J'étais en train de me dire, tiens, attends, je sais plus ce que je me disais exactement. Et j'ouvre le bouquin et là, je me dis, attends, faut quand même que j'aille voir dans la table des matières. Alors, je regarde la table des matières et là, j'ai trouvé le sujet. Enfin, j'ai trouvé la réponse, quoi. Ouais. Ce livre s'appelle Questions puissantes et coaching systémique. Oh! C'est un livre d'un gars que je suis allé suivre en formation de coaching qui s'appelle Alain Cardon, que je trouve, enfin, c'est marrant. Enfin, c'est un personnage. J'ai du mal à percer le bonhomme, mais OK. c'est vraiment, ouais, il Inspirant, est quoi. fort, hein, très fort. Donc, ouais, ouais, ouais. Questions puissantes et coaching systémique. OK, merci pour le nom. Est-ce que tu as un rituel, que tu utilises au quotidien, je sais pas, pour te ressourcer, pour prendre un temps pour toi? Non, OK, non, non, aucun. Non, je suis trop intuitif pour ça. OK. Instinctif et Donc c'est intuitif, au jour le jour, ouais, quoi. ouais. Si J'en ai tu bien vas peur. faire le truc OK, et pourquoi t'en as bien peur? Ça marche aussi, non, la preuve? Ouais, 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 parce que non, mais je crois que j'aime pas les rituels. Trop enfermant? Je crois que mon rituel, c'est de pas en avoir. Non, mais je pense que c'est par superstition. En fait, Ah! tu vois, en fait, moi, je pense que ma valeur liberté est au-dessus de tout. Je la mets au-dessus de tout, enfin, au-dessus de beaucoup, beaucoup de choses. Et pour moi, un rituel, c'est enfermant. J'ai peur d'être dépendant. Moi, tu sais, ça me foutait des sueurs froides. Il y avait cette pub de Zidane Ouais. après 98 quand ils sont devenus champions du monde, où dans le vestiaire, il enfilait d'abord la chaussette Ah de gauche, oui! après, enfin, et puis Oui, exact. genre t'as un objet fétiche. Ouais, mais tu perds l'objet fétiche, il se passe quoi, tu vois? Moi, c'est ça qui m'angoisse. C'est pour ça que je veux pas d'objet fétiche, je veux pas de rituel, parce que le jour où tu le fais pas, parce que t'as pas le temps, ou tu perds l'objet fétiche. Tu vois, pour moi, c'est trop enfermant. OK, et ça marche aussi. Bon, et ma dernière question, Edgar, pour, cet entretien, je voulais savoir si tu es heureux? Alors, à l'instant T là, si tu me poses la question, ouais. OK, bah, chouette. Mais là encore, c'est pas un mode stable et inné, le bonheur. Mais là, ouais, ouais, ouais. OK, bah, super, on va rester là-dessus alors. Merci beaucoup, Edgar. Merci à toi, Herveline. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast.
D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.